Oui, allô, c'est l'association des héros? Oui, bonjour DPDM. Je t'appelle car nous aimerions que tu participes à une nouvelle mission. Est-ce que tu es libre? Il se passe pas grand chose aujourd'hui, donc ouais, je suis dispo. Elle consiste en quoi la mission? Super. Pour rester bref, il s'agit d'une expédition tout au nord de notre planète, dans les glaces instables du pôle pour être exact. Nous avons déjà envoyé quelques autres héros de classe A sur place, mais il semblerait que le danger soit plus important que prévu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer des héros de classe inférieure. Et comme tu viens de passer rang 40 de la classe A, nous comptons sur toi pour faire tes preuves et aider en cas de besoin. Les autres te partageront plus de détails une fois sur place. La communication passe très mal là où ils sont, je n'ai donc pas pu récolter davantage d'informations, désolé. Tant pis pour les détails j'imagine, mais je ferai avec. Je m'en vais les rejoindre au plus vite. Où est-ce que je dois aller? Merci. Rends-toi tout en haut de la ville Z, au port abandonné. Un bateau de l'association t'emmènera sur les lieux. Bonne chance DPDM. Nous voilà arrivés sur les lieux, j'aperçois au loin ce qui semble être l'iceberg avec toute l'équipe de héros qui nous attend, prêt à partir. Je pense qu'il y en aura peut-être pour une bonne heure avant d'atteindre le fond. Avant toute chose, j'ai créé cet iceberg à partir de quasiment rien du tout. Je me suis aidé de 2 ou 3 icebergs créés par-ci par-là, mais vraiment rien de foufou. Ça m'a donné une idée de comment classer les sujets, mais ça reste quand même un classement assez subjectif. C'est mon iceberg, hein, c'est pas l'iceberg ultime de One Punch Man, indétrônable, finito, 100%, non. Je me suis néanmoins donné à fond pour essayer de faire la vidéo la plus carrée possible, la plus précise possible. À l'instar d'un Mario 64 par exemple, One Punch Man ne comporte pas trop de faits méconnus, de creepypasta, de ce genre de choses un peu dérangeants. Et il y a cependant de nombreux facts, théories et d'autres sujets assez peu connus, voire quasiment pas développés dans la série. C'est justement de ça dont on va parler. Croyez-moi, vous allez apprendre des trucs. J'ai dû faire face à un très gros problème. Il existe en réalité des centaines de facts sur tel ou tel personnage ou bien des anecdotes dites par One et Murata en live ou pendant des interviews. J'ai donc fait le choix de ne pas inclure une bonne dizaine voire vingtaine d'entre eux. Ils défilent actuellement à l'écran, vous pouvez mettre en pause pour tous les lire si vous voulez. J'estime tout simplement qu'ils n'avaient pas leur place dans cette vidéo. La quasi-totalité de ces facts n'ont aucune explication. C'est parfait pour une vidéo du style les 100 facts sur One Punch Man que vous ne connaissez pas ou un truc dans le genre, mais pas du tout pour une vidéo du style iceberg. J'ai jugé bon d'en laisser un ou deux histoire de pas tout retirer non plus, ceux que j'estime les plus populaires. La liste que vous voyez va faire office de mention honorable, si je peux dire ça comme ça. Je place ici un avertissement qui va paraître évident, mais il va y avoir énormément de spoil, pour le webcomic notamment. La première moitié ça devrait aller, sauf au niveau 4, il devrait y en avoir un seul, mais à partir du niveau 6, là ça va se corser, ça va devenir très dangereux. Donc vous êtes prévenus. D'ailleurs je m'excuse par avance, j'emploie beaucoup les noms anglais au lieu des noms français, parce que j'ai juste l'habitude, c'est par réflexe, je lis les scans en anglais. Mais vous saurez de qui je parle en voyant les images à l'écran. Si l'envie vous prend de vous abonner pendant l'iceberg, n'hésitez pas à manifester ce soutien. Avant de terminer mon blabla, mon équipe de héros qui se trouve juste là-bas va nous accompagner tout le long de cette vidéo. Je refais un bilan à la fin, mais je les remercie déjà à l'avance. Ouvrez grand vos oreilles, bienvenue dans l'iceberg de One Punch Man. Yusuke Murata est l'artiste et mangaka qui dessine One Punch Man. Il possède un compte Twitter sur lequel il communique régulièrement, Nebukuro, qui signifie sac de couchage, car Murata se dessine souvent en train de dormir ou dans un duvet. Ce n'est pas le créateur de One Punch Man, qu'on soit bien clair, il s'agit de One. Ça paraît évident, mais beaucoup trop de gens font encore l'erreur et ne savent toujours pas que c'est One qui fait l'histoire. Et en voici la preuve lors d'une interview. Durant l'affrontement contre Boros, certains passages me paraissaient trop comiques. One Sensei m'a indiqué que la raison pour laquelle Boros était si populaire est parce qu'il garde toujours sa dignité, même face à Saitama. Ça a fait tilt, et j'ai tout redessiné depuis le début. Lorsqu'il s'agit du scénario, des personnages et des dialogues, tout découle de la tête de One. Cependant, Murata a mentionné lors d'un stream que One ne lui donnait parfois que le début et la fin d'un combat, et que Murata avait la liberté de réaliser la chorégraphie du combat entre ces deux moments. Et puis bon, c'est littéralement écrit sur chaque tome du manga, histoire par One, dessin par Yusuke Murata. Maintenant vous n'avez plus d'excuses. Concernant One, il a commencé à publier One Punch Man sous la forme d'un webcomic sur le site Galaxy Heavy Blow où il prenait ses dessins en photo avant de les publier. Il faisait ça juste pour le fun à la base car il avait un travail à ce moment-là. Mais Murata a fini par tomber sur la série au point d'en devenir accro. Et sans surprise, One Punch Man a explosé en popularité avec la sortie du premier tome. L'histoire venait d'être écrite.
One Punch Man est une série japonaise sortie en 1973 avec comme personnage principal ce petit bonhomme. One s'en est inspiré pour créer Saitama et son costume, mais avec des couleurs inversées. La cape de Saitama devait être rouge à la base, ressemblant un peu à la couleur de la cape de One Punch Man, et ce jusqu'à l'arc de la Maison de l'Évolution, mais elle a été changée en blanc par la suite. Baikin Man est l'antagoniste principal de la série et il ressemble beaucoup à Vaccine Man. C'est pas seulement un personnage qui ressemble à Piccolo. On va passer rapidement sur cette partie car elle est sujette à beaucoup trop de controverses et de toxicité au sein des communautés concernées. Depuis l'apparition de Saitama, il est considéré par beaucoup comme le personnage le plus puissant de toute série confondue. Mais bien évidemment, personne n'est jamais d'accord. Comme nous sommes des gens bien éduqués, essayons de ne pas commencer de guerre dans les commentaires. Personne n'a tort, personne n'a raison, et entretenir ce genre de débat inutile ne vous fera perdre que votre temps. Et des points de QI. Essayer de raisonner quelqu'un sur internet, c'est impossible. La prochaine fois que vous verrez un Saitama est plus fort que Goku ou Goku c'est le plus fort, passez votre chemin, vous avez mieux à faire de votre temps. Mob Psycho 100 est la seconde œuvre la plus populaire de One et probablement à égalité avec One Punch Man. Puisqu'il s'agit du même auteur, chaque série référence l'autre de temps en temps. Saitama est sur le fond d'écran du téléphone de Reigen ou encore Tatsumaki qui fait d'office d'exemple lors d'une explication sur les pouvoirs des experts. Dans un chapitre bonus de One Punch Man, lorsqu'il était plus jeune, Saitama portait un pull Mob Psycho 1 million. Mob et certains autres personnages se sont aussi incrustés dans une page de couverture. On reste dans les caméos, mais cette fois-ci avec King. L'homme le plus fort du monde apparaît dans l'épisode 1, juste avant que Vaccine Man détruise toute la ville, mais également dans l'épisode 4, juste devant Tête d'Enclume et sa bande. Tout le monde est au courant de ce qu'il s'est passé avec la saison 2, donc je vais être très bref là-dessus. Le studio a changé, passant de Madhouse à JC Staff, qui d'ailleurs est également en charge de la saison 3, et non pas Mappa, comme 90% des gens spéculaient. La raison de l'échec, entre guillemets, de la saison 2 est uniquement due à un emploi du temps très mal géré et d'une deadline bien trop courte. La faute n'est pas à remettre sur les animateurs, mais ceux qui gèrent tout ça. La saison 2 est loin d'être mauvaise, moins belle certes, et je pense que One Punch Man mérite vraiment mieux comme traitement. Laissons le temps à JC Staff de se repentir avec la saison 3. On commence vraiment tranquille, on est toujours à la partie émergée de l'iceberg, et on continue sur notre lancée avec d'autres facts assez connus. Il y a maintenant plus de 3 ans, l'annonce d'un film live-action One Punch Man a été révélée. Sony serait le producteur et le film serait écrit par la même personne ayant écrit Venom. Une news est tombée comme quoi Dan Harmon, le créateur de Rick et Morty, ainsi que Heather Ann Campbell, que je ne connais pas mais qui bosse aussi sur Rick et Morty apparemment, ont été recrutés pour co-écrire le film. J'imagine que ça relève un peu le niveau, mais je sais toujours pas à quoi m'attendre. S'ils ont été recrutés que maintenant, ça veut dire que le film est encore dans les cartons, donc tranquille. On sait que de manière générale, les live-action sont très mal reçus par le public. Le fait de toujours vouloir adapter de plus en plus les séries populaires, c'est pas toujours réussi. Ouais, vous l'avez vu venir celui-là. Une des plus vieilles théories existantes nous dit que Saitama est en réalité un patient à l'hôpital atteint d'un cancer et que tous les ennemis qu'il affronte sont en fait des tentatives de traitement contre le cancer qui échouent à chaque fois. Saitama est chauve, caractéristique d'une chimiothérapie, et pour terminer là-dessus, son premier ennemi est un crabe, mot d'origine latine signifiant cancer. Ouais, ces théories m'emballent vraiment pas du tout. Un peu comme la théorie de Sacha dans Pokémon qui serait en réalité dans le coma depuis tout ce temps, et que Pokémon n'est qu'un immense rêve fabriqué de toutes pièces par l'esprit d'un enfant. Vous avez peut-être déjà vu des pubs pour les jeux mobiles One Punch Man avec des acteurs cosplayés en personnages de la série, dont Saitama qui rappe pour promouvoir le jeu. Depuis plusieurs années maintenant, l'industrie du jeu vidéo, en tout cas pour les jeux mobiles, crée des pubs très malaisantes et pas du tout représentatives des jeux. Comme par exemple, tu ne peux rien faire face à mon perso au niveau 250 et ses 5 millions de puissance. One Punch Man y a eu le droit aussi, malheureusement. Dans chaque tome, il existe un chapitre bonus racontant une histoire annexe sur certains personnages de l'univers One Punch Man, comme par exemple le jour de congé de Tatsumaki ou la fois où Saitama s'est fait griffer par un chat. Il y en a cependant qui sortent du lot et racontent des éléments intéressants pour l'univers de One Punch Man ou du développement de certains personnages secondaires. Certains de ces chapitres ont été adaptés dans la saison 2 en partie, comme le flashback de Lunette ou le concert d'Amai Mask.
Aussi appelé l'encyclopédie des héros, il contient des infos sur les héros de l'association, des monstres, des combats ou du monde de One Punch Man en général. On peut aussi y trouver une interview de One et Murata et aussi une version jouable du jeu que King a acheté, Doki Doki Sisters. Ces données couvrent jusqu'au tome 9, incluant jusqu'à Saitama vs Boros, qui a d'ailleurs duré 5 minutes et 20 secondes. On a de la chance car il est traduit en français alors qu'il ne l'est pas en anglais. On remercie la France d'être classé 2e pays consommateur de manga dans le monde. Saviez-vous que l'appartement de Saitama existe dans le monde réel? Il est situé dans la ville de Setagaya à Tokyo, et en parlant de Tokyo, est-ce que vous saviez que le continent de One Punch Man a la même forme que la préfecture de Saitama? Ouais, le nom Saitama ça vient littéralement de là où le créateur a grandi. Il n'est pas allé chercher bien loin, mais le nom est stylé. Vous l'avez peut-être aperçu, bien que ce soit très bref, Agony est le nom du fondateur de l'association des héros. Il l'a fondé après que son petit-fils ait été sauvé d'un monstre par un passant. Et vous l'aurez reconnu à son menton, il s'agit du grand-père du gamin que Saitama a sauvé au tout début de la série. Saitama est donc indirectement responsable de la création de l'association des héros. Fun fact, on peut même voir un de ses ancêtres sur les billets de 10 000 yens du monde de One Punch Man. Il existe un Wikipédia One Punch Man créé et entretenu par la communauté et répertorie tout sur la série. C'est là que j'ai pu rassembler un nombre incalculable d'éléments pour faire cette vidéo. C'est une sacrée mine d'or. La version française est néanmoins moins complète, mais vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. C'est parti, équipez votre matos de plongée, on s'aventure pour le niveau 3 de cet iceberg et on est parti pour une longue descente vers les abysses. Si vous voulez atteindre le fond, il va falloir faire face aux nombreuses créatures appelées spoilers qui peuplent les fonds marins. Reddit est un endroit formidable d'internet. Il y a une communauté pour absolument tout, dont One Punch Man bien entendu, qui comporte à l'heure actuelle où j'écris ces lignes plus de 1,6 million de membres. À certains paliers de membres, un sondage est fait par un modérateur sur environ 4280 réponses, ce qui est très peu pour 750 000 membres à l'époque du sondage. Seulement 81 réponses proviennent de la France, soit 2% des réponses. D'où l'intérêt de cet iceberg, vous faire découvrir le subreddit One Punch Man afin de faire s'accroître la communauté française. Vous y trouverez principalement des gens très talentueux qui nous offrent des fanarts et pages colorées magnifiques, des mèmes qui n'ont aucun sens mais drôles quand même, et du shitpost, beaucoup de shitpost. Il s'agit d'un terme employé dans la communauté anglaise pour désigner qu'un monstre n'est pas de niveau de désastre dieu, mais bien trop fort pour n'être qu'un simple niveau dragon. Ce n'est pas un terme officiel, tout a débuté lorsque One a répondu à une question qui lui a été posée. Quel est le niveau de désastre de Boros? Ce à quoi il a répondu Ryu Ijo, soit Dragon or Above, soit Dragon ou supérieur. Il n'a pas explicitement dit le terme dieu. Par conséquent, le terme Above Dragon ou supérieur à Dragon est né. Les niveaux de désastre ne sont pas toujours représentatifs de la réelle menace d'un monstre, alors on les utilise plus comme une fourchette de puissance avec bas, moyen ou haut. Des niveaux dragons comme Gums ou Fureur Ugly sont considérés comme bas dragons car ils ne font clairement pas le poids face à l'empereur des SDF par exemple, qui est considéré comme moyen haut dragon. Supérieur à dragon est alors utilisé pour des personnages bien plus forts qu'un haut dragon comme Tatsumaki ou Orochi par exemple, car leur puissance est bien trop élevée mais pas assez pour être de niveau dieu, contrairement à Cosmic Garou. Il y a débat concernant la forme météorique burst de Boros et de son attaque vague de destruction planétaire pouvant détruire la Terre, une menace donc pour l'humanité, comme le décrit le niveau dieu. On va légèrement dévier des trucs sérieux, je vais vous expliquer quelques mèmes populaires de la communauté sur Reddit. Et on met directement les pieds dans le plat avec Groribas. Mais qu'est-ce que ce monstre a de si spécial pour être devenu un mème? Après tout, il s'est fait one-shot par Saitama et a cumulé 10 secondes de temps d'écran. Groribas, ou Carniplante en français, s'exclame d'avoir plus d'une vingtaine d'attaques différentes, mais on n'en a vu strictement aucune. Tout par de là. Groribas est, d'après Boros, son guerrier le plus fort, ce qui veut dire qu'il doit avoir toute une panoplie d'attaques complètement abusées, comme on peut le voir sur cette page bonus où il dévoile le nom de quelques-unes de ces fameuses attaques. La communauté aime faire des personnages à l'apparence faible des monstres de puissance, comme la sœur de Metalbat Zenko ou même Manako. On peut trouver moult montages les représentant à la place de Garou ou Saitama, par exemple ici Groribas coupant Sage Centipède en deux. Le monstre Hot Dog fait d'ailleurs sans aucun doute partie du top 5 les monstres les plus redoutables de la série.
Désolé pour les fans d'Atomic Samurai, mais il va prendre très cher. Dans son combat contre Black S, comme il a un nom particulier, les gens disent juste S au lieu de sperme, Atomic Samurai galère vraiment contre lui et il se fait appeler Atomic Sandbag ou le sac de frappe atomique à force de se faire frapper en continu. Depuis, le surnom est resté car il n'a pas réellement été utile lors de l'arc de l'association des monstres. En même temps, on peut pas trop lui en vouloir, il tombait toujours contre des adversaires qu'il ne pouvait pas vaincre. Black S, l'eau minérale naturelle ou Fureur Ugly en mode vomi. Le pauvre se fait traiter comme un clown alors qu'en réalité il est très fort, surtout avec son nouveau jouet, la lame du soleil. Malheureusement pour lui, son attitude ne plaît pas à grand monde, ce qui va causer son statut de classe S le plus détesté par la communauté. Et allez, un petit dernier pour la route, Zombieman contre le vampire a été détourné de toutes les manières possibles. En voici un échantillon avec quelques images pour terminer cette partie même. Les 1000 pattes sont à la fois appréciés et haïs d'une certaine manière par les fans. D'abord Junior, après Senior, ensuite Elder et pour finir Sage. Mais quand est-ce que ça s'arrêtera, bon sang? Lors d'un stream, Murata plaisantait à propos d'un 1000 pattes encore plus fort que Elder Centipede. Et ça a été prouvé véridique avec Sage Centipede. Murata a aussi expliqué que c'était très chiant et fatigant de dessiner Elder Centipede. Une page lui prend environ 1h30 de travail, alors qu'une page avec Elder Centipede lui en prenait pas loin de 3. Le coup au moral que ça a dû lui faire quand One lui a demandé de dessiner Sage Centipede. Mais du coup, existe-t-il un 1000 pattes supérieur à Sage Centipede? Genre un 1000 pattes lunaire ou un 1000 pattes cosmique? Murata nous régale en termes de dessin, les personnes lui arrivant à la cheville peuvent se compter sur les doigts. Il n'empêche que certaines poses soient, disons, particulières. Garo est malheureusement atteint d'une scoliose très sévère, sa colonne vertébrale n'étant visiblement pas droite. Tatsumaki semble aussi souffrir de la même chose. Si ça continue, il va falloir passer par le bloc opératoire. Avant que Blast ne fasse son apparition dans le manga, sa véritable identité est restée secrète pendant 10 longues années, car il ne s'est même pas montré en personne dans le webcomic. On commençait vraiment à s'impatienter, et littéralement sorti de nulle part, Blast apparaît devant nos yeux. La hype a été monumentale. En attendant ce moment, vous vous en doutez, la communauté a commencé à s'imaginer un peu tout et n'importe quoi concernant l'identité de Blast. La première théorie étant que cet homme barbu, c'est Blast. Et pendant longtemps, elle a été la théorie principale, bien que démentie dans un chapitre bonus où on apprend le véritable nom de cette personne, Busho. Mais d'autres théories ont suivi peu de temps après. Blast est Moomin Rider, Blast c'est Garo d'une autre dimension, Blast c'est Saitama du futur, voire même son père. Les gens ne savent vraiment plus quoi inventer, je te jure. Bon, va falloir aborder un ou deux sujets... Voilà. C'est pourtant vrai, les gens se demandaient pendant longtemps si Tatsumaki portait une culotte ou non. À première vue, n'importe qui dirait non. Comment veux-tu qu'une culotte tienne là-dessus, sérieux? Dans le webcomic, nous savions depuis longtemps qu'elle en portait une, rendue visible lorsqu'elle affrontait Saitama. Et bien évidemment, c'est aussi arrivé dans le manga au même moment. On dirait que sa culotte n'apparaît que lorsqu'elle prend sa forme webcomic. Murata a même dit en décembre 2015, il n'y a rien à propos de pas de culotte. There is a panty or no panty. It's mysterious. Lorsqu'il délivre un dernier coup de poing à Saitama, les bandeaux sur les bras de Suiryu se cassent. Des gens ont alors théorisé que Suiryu aurait pu gagner contre Saitama si les bandeaux sur ses jambes s'étaient eux aussi cassés. On ne sait même pas s'il en a aux jambes, mais les gens aiment raconter n'importe quoi et créer des mèmes. Après avoir vu la backstory de King, lui et Saitama semblent à présent liés d'une certaine manière. On les compare souvent aux deux faces d'une même pièce. Saitama étant toujours là pour sauver King lorsqu'il en a besoin, et vice versa. C'est comme si King pouvait invoquer Saitama à la demande, surtout lorsqu'il est en danger, ce qui renforce l'allusion à JoJo's Bizarre Adventure, où un utilisateur de stand peut faire apparaître à ses côtés son stand pour se battre. Saitama serait-il donc le stand de King ? Ces satanés moustiques sont bien résistants, même Saitama ne parvient pas à en écraser un. Il en va de même pour Mousmetic. Alors, avec les récents chapitres du manga, il a été confirmé qu'elle est bel et bien en vie, mais je vais quand même vous raconter la théorie qui a vu le jour il y a maintenant plus de 7 ans. Genos s'apprête à s'autodétruire pour tenter d'emporter Mousmetic avec lui, mais Saitama intervient avec une bonne claque au visage qui la propulse tout droit dans un immeuble qui se fait recouvrir de son sang. Je vais passer le clip au ralenti, vous ne remarquez rien. Dans le ciel, une petite lumière
lumière apparaît brièvement, comme quand la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Ce détail est aussi présent dans le manga, juste là. Cela signifie qu'uniquement son abdomen servant à stocker le sang absorbé a explosé, et que le reste de son corps s'est envolé je ne sais où. Murata a posté « Voici mousse mythique que j'ai gribouillé l'autre jour pendant que je travaillais. Le contexte est qu'elle a survécu et sert maintenant d'enseigne pour le magasin de takoyaki. » Je sais pas si ça relève du miracle ou bien si c'est un running gag comme quoi Saitama ne parvient pas à tuer des moustiques, ou si One a trouvé l'idée intéressante et a décidé de ramener Mousse Mythique, ou bien s'il avait toujours eu l'idée de ramener ce personnage, on ne saura pas. La page de couverture du chapitre 36 montre Saitama debout après avoir reçu l'attaque surprise de Boros. Sur cette page, on peut voir écrit « Il a pris des dégâts ». Ce texte ne vient pas du narrateur, mais de Boros, comme un dialogue intérieur montrant sa perspective du combat et pensant avoir enfin réussi à infliger des dégâts à Saitama. One a voulu que ce texte soit supprimé dans la version finale imprimée du manga, car cela ne donnait pas les intentions qu'il voulait, instaurant une fausse hype sur le fait de savoir s'il avait réellement subi des dégâts ou non. La version traduite ne contient même pas ce texte d'ailleurs, et la traduction de ce texte pouvait ressembler à quelque chose comme « Est-ce que ça l'a touché ? Il a réagi ». Restons un petit peu sur Boros. Dans l'épisode 11, il raconte à Saitama qu'un voyant lui a dit qu'il allait trouver un combat digne de ce nom sur Terre. Et effectivement, il l'a obtenu. Mais et si cette prophétie était en réalité destinée à quelqu'un d'autre que Saitama ? Quelqu'un comme Blast ou même Garo aurait été bien plus excitant pour Boros, car Saitama n'était pas du tout à fond, faisant du combat un massacre à sens unique. Saitama étant une anomalie, peut-être que le prophète n'avait pas vu venir le chauve dans sa boule de cristal, faussant alors la prophétie. On a parlé de Above Dragon juste avant, comme quoi ce n'était pas officiel, mais il est possible qu'en réalité ça le soit à moitié. Certains monstres, au nombre de 3, ont été introduits comme étant de niveaux de désastre inconnus. Maléfiqueuil, le sage des mille pattes et l'eau minérale océanique. Le cas du premier est différent puisqu'il servait uniquement à montrer à quel point Tatsumaki était puissante. On peut donc estimer son niveau de désastre à haut démon tout au plus. Les deux autres par contre n'ont rien à voir avec un simple niveau dragon. Quasiment aucun classe S ne peut rivaliser avec ça, à part Tatsumaki à pleine puissance. Et encore, ça serait loin d'être simple. Peut-être que One a décidé de faire une petite référence à la communauté. La lumière commence déjà un petit peu à faiblir, les théories peu connues vont commencer à surgir. Dans un chapitre supprimé, plus précisément lors du combat entre Petit Empereur et Phoenix Man, leur combat les amène brièvement dans une salle très intéressante. On peut y voir une sorte de bas-relief au mur représentant le roi des monstrotères entouré de 2 scolopendres. Ça nous laisse penser que le roi et Elder Centipede cohabitaient depuis longtemps, mais depuis que Orochi est arrivé, il s'est emparé de leur base contre leur gré pour en faire sienne. Plus tard, on apprendra que la meuf Super Sado a lavé le cerveau des monstrotères restants afin qu'ils s'entretuent. Cette gravure demeure donc disparue à jamais. Si vous tradez sur internet depuis un certain temps, vous avez déjà sûrement entendu parler de la règle numéro 34. Si ça existe, alors il en existe une version Peggy 18, et One Punch Man n'en fait pas exception. Lors d'un stream, Murata a dit de façon très enthousiaste et avec son meilleur accent anglais « Fubuki best girl. Oh yeah !» C'est tout. Visiblement, Murata aime beaucoup Fubuki. Nous voilà de retour avec Vaccine Man. Bien qu'il n'apparaisse que quelques dizaines de secondes au tout début de la série, il semble en réalité connecté à Dieu. Yusuke Murata a mentionné lors d'un stream en 2017 que les sphères d'énergie lancées par Vaccine Man sont les mêmes que Chose et l'empereur des SDF. On sait tous que l'empereur des SDF a reçu des pouvoirs directement de God, et lui et Vaccine Man parlent tous les deux de mère nature, et du fait que l'écosystème a complètement été détruit par les humains, et que la seule façon d'y remédier c'est d'exterminer l'humanité. Les monstres sont liés à God d'une manière ou d'une autre, et on suppose même qu'il est la source de l'existence des monstres et de tous les pouvoirs sur Terre. Est-ce que manger une cellule de monstre comme Chose fait de toi un disciple de God ? Peut-être, ça reste à débattre. Lors de la bataille contre les lieutenants de l'association des monstres, Pig God fait référence à un mystérieux pouvoir qu'il possède. Il se demande s'il doit l'utiliser maintenant, mais change d'avis car il ne s'agit pas de la prophétie mentionnée par Shibabawa et conserve donc cette chose pour plus tard. Une théorie qui s'est avérée partiellement vraie est que Pig God libère toute son énergie stockée sous forme de gras en une puissante attaque, puis devient maigre. Pig God tout maigre est finalement apparu dans le manga après que Fubuki l'ait utilisé pour sauver Tank Top Master. Une théorie très populaire et qu'il possède un trou noir en lui qui permet de digérer tout ce qu'il avale instantanément. Des personnes ont même théorisé que Blast se trouvait à l'intérieur de lui. Après tout, pourquoi pas, hein ? Trou noir...
Pendant longtemps, la communauté parlait de l'abandonment comme étant la technique que Bang et Garou utilisent pour augmenter leur capacité physique au maximum. Le seul endroit où ceci est mentionné, c'est l'encyclopédie des héros. Un utilisateur Reddit du nom de Vibhav s'occupe de la traduction en anglais de cette encyclopédie des héros et il a proposé comme traduction abandonment. Alors que la version française, comme on peut le voir, c'est vision accrue, ce qui n'a du coup rien à voir. Ce n'est que bien plus tard dans le manga, lorsque Bang affronte Garou sous sa forme monstre, qu'on peut le voir de nouveau souffler et Garou en fait de même en le copiant instantanément. C'est là que Croc d'Argent s'étonne qu'il ait réussi à copier le souffle d'éveil, une technique qui pousse le corps dans ses ultimes limites. L'abandonment était donc pendant tout ce temps un terme mal utilisé et souffle d'éveil, ou awakening breath en anglais, l'a remplacé depuis ce jour où Bang lui-même nous l'a confirmé. Le tank top, ou Marcel en français, est devenu un symbole iconique de la communauté. Il suffirait à n'importe quel personnage de porter un tank top afin d'acquérir une grande force. Tank Top Master est constamment en train de répéter les bienfaits du tank top et semble vouer un culte envers lui. En dépit des coups mortels reçus par Führer Ugly, il survit et reste conscient un moment avant de s'évanouir. Le tank top est aussi extrêmement serré, tellement qu'il va servir de défibrillateur pour redémarrer son cœur arrêté. Après être revenu à lui, il marmonne « c'est la magie du tank top ». Est-ce que le tank top a réellement des propriétés magiques? En réalité, on sait pas vraiment. J'en ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Il y a même une expérience scientifique dedans, l'état mental de la personne, l'état psychologique, bref, les croyances. Ouais, je sais, ça part loin, mais l'état psychologique semble être lié à tous les phénomènes un peu étranges de One Punch Man. Dans un des derniers chapitres, lorsque les artistes martiaux tentent de redevenir humains par un espèce de procédé qui sépare les cellules de monstres du corps, Sitch fait la mention que l'état psychologique de la personne semble être la clé pour redevenir humain. L'obsession est la clé du pouvoir dans One Punch Man, Tank Top Master étant obsédé par les tank tops, la magie opère et des capacités surnaturelles lui sont conférées. Les Hugmon sont un type de monstre très spécifique, très peu répandu. À l'heure actuelle, on en dénombre deux, Führer Ugly et Amai Mask. Pendant longtemps, on supposait que ce dernier était en réalité un monstre, de par les veines qui apparaissent sur son visage lorsqu'il est énervé. Et ça s'est plus ou moins confirmé après que la princesse Super Sado lui ait transpercé le visage. Sa figure s'en est retrouvée toute craquelée, comme s'il portait un masque cachant sa véritable identité. Dans le webcomic, plus de doute possible. Il se transforme en monstre afin de sauver des civils de l'attaque d'un monstre surpuissant. La raison pour laquelle il est devenu beau, eh bien ça peut paraître tout con, mais il le souhaitait. Là où Führer Ugly s'est morfond dans sa mocheté, nourrissant ce sentiment d'infériorité, Amai Mask a souhaité tout le contraire, devenir beau. La lame de la lune est une puissante épée similaire à la lame du soleil et d'après une légende, si les deux sont réunis, leur porteur recevra alors une puissance incommensurable. Faire de cette légende une réalité est la mission de longue date du Conseil des maîtres épéistes, mais l'endroit où se trouve cette fameuse lame est encore inconnu à ce jour. Cependant, Spring Mustachio nous donne un petit indice concernant son origine. Lorsqu'il voit la lame du soleil pour la première fois, il dit, je cite, « La lame secrète autrefois fabriquée sur un ancien continent qui a sombré dans l'océan, qui aurait été transmise à travers les générations au sein du Conseil. Si la lame du soleil a été créée sur ce continent disparu, il est fort probable que la lame de la lune l'ait aussi été. Lors de son affrontement contre Saitama, Garou réalise une attaque si puissante que certaines parcelles du monde enfoui sous la mer refont surface, dont un mystérieux temple à tête de dragon. Est-il possible que la lame de la lune se trouve dans ce temple ou dans une autre parcelle de la terre que Garou a fait ressurgir des océans? Cette tête de dragon est la représentation conforme du dragon cruel que Saitama a ramené à la vie en collectant les 9 sceaux. Est-ce que Saitama s'est rendu à ce temple précisément pour aller chercher une des pierres? Ou bien est-ce que la lame de la lune se cache réellement dans l'un de ces temples? Mystère. Le webcomic a été pour beaucoup le truc à ne pas changer et à suivre à la lettre. Il faut dire que le combat Saitama vs Garou du webcomic est très différent, mais il est excellent à sa manière. Le ton est plus sérieux et la relation entre Saitama et Garou est assez différente. Garou tout court d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le webcomic est relativement vieux maintenant, plus de 10 ans, et que One le faisait avant tout pour le fun. Cela a été pour lui une opportunité en or lorsque Yusuke Murata s'est intéressé à One Punch Man. À l'époque, les compétences en dessin de One étaient, disons, limité, bien que dans les derniers chapitres du webcomic, on ressent une nette amélioration de ses compétences de dessinateur. One avait maintenant l'opportunité de rendre One Punch Man encore plus excitant et incroyable visuellement avec l'aide de Murata. Comme énormément de nouvelles choses se sont greffées au manga, les webcomics élitistes, ceux qui prônent le webcomic, n'étaient pas vraiment de bonne humeur. Bien que controversés, tous ces changements allongent la durée du manga, buffent sévèrement plusieurs personnages et dévoilent beaucoup de lore comme God et Blast
Lost par exemple. Le webcomic est vraiment très rapide à lire, par exemple l'arc de l'association des monstres ne fait pas plus de 58 chapitres, alors que dans le manga, il en compte environ 92. Le voyage dans le temps a d'ailleurs été le sujet le plus controversé, le plus discuté, mais on en reparle vers la fin. Vous ne verrez ça que dans les commentaires YouTube ou Reddit en anglais. On utilise ces abréviations pour raccourcir le nom d'une attaque ou d'un personnage ayant plus de 2 mots. Voyons-en quelques-unes. FF, Flashy Flash, PPP, Puri Puri Prisoner, VFU, Vomited Furor Ugly, CSRC, Collapsing Star Roaring Cannon, vague de destruction planétaire. Là c'était niveau facile, les choses vont se compliquer avec WWSCFDSF. Quoi? Whirlwind Water Stream, Crossfang Dragon Slayer Fist. Traduit en point fluctu tourbillonnant des crocs tueurs de dragons. J'espère qu'à l'avenir il n'y aura pas d'autres attaques à la con avec des noms à rallonge parce que ça va vite devenir ingérable. Les fameux chapitres redessinés et remaniés car ça ne plaisait pas à One et Murata. La continuité rétroactive ou retcon consiste à modifier le passé d'un personnage de façon rétroactive afin que sa personnalité ou ses origines collent mieux à l'histoire en cours. Les chapitres les plus récents avec l'arc des ninjas, c'est un retcon. Par contre, lorsqu'il s'agit de petits changements, par exemple la posture d'un personnage ou telle attaque refaite, là c'est un redraw. One donne bien évidemment les directives à Murata et Murata ne peut en aucun cas changer l'histoire, comme je l'ai dit au début. Par exemple, Phoenix Man versus Petit Empereur a été refait au moins 3 fois. On peut parler et de redraw et de retcon en même temps. Par contre, à My Mask qui décime en un instant les squads de mercenaires privés, là il s'agit d'un retcon. Je mettrai en description un lien vers la liste de tous les redraw / retcon. C'est très intéressant de voir à quel point les événements ont changé. Nous sommes maintenant à mi-chemin. Nous n'avons vu que des sujets assez courants, mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Hormis certains faits sur le webcomic, les mangas et animés only ne sauront probablement pas de quoi je parle. Donc si vous voulez pas vous gâcher le plaisir, je vous conseille de remonter à la surface tout de suite. Si en revanche ça ne vous gêne pas, continuons. Lors de plusieurs occasions, One et Murata ont été interviewés par le Shonen Jump ou Nico Nico, ou même de simples questions-réponses en live par les viewers. Ces interviews regorgent d'informations sous la forme de 5 pages complètes dédiées exclusivement à ça sur le wiki. Je mettrai un lien en description si vous voulez étoffer ce sujet, car il y a vraiment beaucoup d'informations. Mais tant qu'on y est, voici une image de Genos en tutu créée par One. Et pour rester dans le thème, Yusuke Murata a dessiné Genos en Cendrillon et Saitama en tant que son prince. Ce n'est pas la première fois que Yusuke Murata dessine Genos en fille. Visiblement, Fubuki ça ne lui suffit plus, il doit bien s'amuser dans son coin, le petit coquin. Lorsque Saitama se promène dans l'association des monstres, il passe dans une salle à l'apparence très particulière, avec des portes au mur et des escaliers se rejoignant au milieu. Cet endroit est en fait un vrai lieu de notre monde qui s'appelle Taman Sari, situé dans la ville de Yogyakarta en Indonésie. Et c'est un lieu dédié à la méditation, au repos ou même un fort militaire. L'escalier que l'on voit est une partie souterraine d'un bâtiment qui servait autrefois de mosquée. Tatsumaki et la météorite. Parce que oui, on pourrait dire bien des choses sur elle, comme le nombre incroyable de covers sur les 2 sœurs psychiques, mais on va surtout parler de lors de la création de la saison 1, une information qui est mal passée auprès des animateurs. Ils ont mal compris une phrase. Lorsque Tatsumaki tue le roi des temps anciens, elle utilise un rocher qui fait penser à une météorite pour faire référence à l'extinction des dinosaures. Mais à la place, ils ont compris que Tatsumaki utiliserait une véritable météorite pour le vaincre. Et à première vue, bien sûr, on peut se dire que c'est sans importance. Totalement. Seulement voilà, si Tatsumaki était réellement capable d'attraper un météore aussi loin dans l'espace et aussi gros, alors elle aurait été tout autant capable de déplacer le vaisseau de Boros. Bon ok, il est un peu grand, mais l'idée est là. Et puis quand même on parle d'un personnage qui a été capable de soulever la base de l'association des monstres dans son entièreté, d'immenses mais vraiment énormes rochers et même faire tordre la ville Z tout entière. Oui, clairement elle est monstrueuse. Comme God, Blast n'est jamais apparu en personne dans le webcomic, mais uniquement en flashback. La continuité du manga change les événements et Blast se pointe pour combattre Cosmic Garou. La communauté tout entière a atteint des niveaux de hype jamais vus auparavant. L'introduction des cubes a également été très importante. On apprend que Blast les cherche afin d'empêcher God de transmettre ses pouvoirs à quiconque toucherait ces fameux cubes, qui semblent être des moyens de communication. Il existe encore de nombreux cubes dispersés à travers le monde. On ne sait pas où ils se trouvent, mais Blast est activement
à leur recherche. Dans les chapitres les plus récents de l'arc des ninjas, on apprend que les cubes servaient effectivement à créer des avatars de God, mais que ceux qui n'en étaient pas dignes se voyaient transformés en poussière. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. C'est le nom donné par la communauté à l'équipe de Blast, que l'on aperçoit pour la première fois lorsque Blast ouvre un portail vers une autre dimension. Ce nom est bien évidemment une référence à la Justice League, une équipe de super-héros apparaissant dans un comic book américain publié par DC Comics. La Blastice League semble comporter 9 membres en incluant Blast, et 3 d'entre eux ont été dévoilés. Une femme aux oreilles d'elfe, une sorte de lion qui ressemble beaucoup au roi des fauves, et le 3e semble être un membre de la même espèce que Boros. Cette page que vous voyez a maintenant été supprimée et remplacée par celle-ci à la place. Peut-être que One a jugé qu'il était encore trop tôt pour les révéler. On suppose que chacun des membres est aussi fort que Blast, car ils sont parvenus à rediriger la quantité colossale d'énergie produite par la collision de 2 Serious Punch, qui a créé un trou dans l'espace en décimant possiblement des milliers de galaxies. On le rappelle aussi, ils font équipe avec Blast afin d'empêcher God de briser son sceau et de sortir de sa dimension. Ils ont donc tous certainement accès à un pouvoir de type dimensionnel et de voyager entre les dimensions. Par la même occasion, la théorie du multivers est née, de par l'apparence des membres de l'équipe de Blast très similaire à celle de la dimension de Saitama. On pourrait même penser que Blast est une version alternative de Garo, avec la petite cicatrice au travers du visage. Non, il n'y a pas de faute, je parle bien de Boris et non de Boros. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal, ce n'est pas son vrai nom. Il s'agit du type qui ressemble à Boros que j'ai mentionné juste avant. On ne sait rien de lui, il fait probablement partie de la même race d'aliens que Boros, d'où son surnom temporaire de Boris. Il s'agit même peut-être d'une version alternative de Boros venue du multivers. Sa première apparition a été supprimée quasi immédiatement, où on pouvait le voir plus distinctement, ainsi que des motifs sur son visage différents de ceux de Boros. Murata a dit lors d'un stream « Je veux vraiment lire Sunman ». Boros y fait sa première apparition à la fin, bien que le manga se termine avec le protagoniste échouant à le vaincre. Taioman ou Sunman est l'un des tout premiers mangas que One a écrit lorsqu'il était jeune, il y a plus de 20 ans. Comme Murata l'a dit, le protagoniste de l'histoire ne parvient pas à vaincre Boros, car il est trop fort. 20 ans plus tard, Boros fait son comeback dans One Punch Man, expliquant à Saitama qu'il lui a fallu 20 ans pour arriver jusqu'à la Terre. Ce n'est pas un chiffre pris au hasard, vous l'aurez remarqué, ça coïncide parfaitement avec Taioman, créé 20 ans plus tôt. Une subtile référence bien cachée. Une autre des premières œuvres de One s'intitule Tennis Player Ryu, mais on n'en a absolument aucune trace, si ce n'est ce petit easter egg dans un chapitre. On va continuer un petit peu avec notre alien préféré, et cette fois ça concerne sa forme finale. Murata a dessiné un croquis de ce qui semble être une 4e forme, mais l'idée a été abandonnée car cela aurait signifié que Boros n'était toujours pas à fond sous sa forme Meteoric Burst. Sur cette image du manga, la ressemblance avec la 4e forme est assez frappante car on peut voir Boros lancer son attaque depuis sa bouche. Dans l'anime cependant, Boros a une allure différente lorsqu'il lance son attaque, mais ce n'est pas impossible qu'il se transforme une dernière fois à ce moment-là, juste pour le temps de l'attaque. Peut-être une autre référence cachée. En tout cas, c'est un vrai Super Saiyan. Les plans initiaux de One concernant Suiryu étaient bien différents de ce qu'on a actuellement. Il utilisait le Drunken Fist, le poing bourré si je peux traduire ça comme ça, au lieu du poing nébuleux. Cette idée a vite été jetée à la poubelle car One ne voulait pas voir un Suiryu ivre lors de la finale du tournoi. Et le voir bourré alors qu'il se fait démolir par Goketsu aurait été trop comique pour une scène censée être remplie de désespoir. Les kanji utilisés pour Void et Drunken sont des homonymes dans la langue japonaise, se prononçant tous les deux Meitei. Lin était la sœur de Suiryu à la base, mais c'est maintenant Suiko qui a pris ce rôle. Et je fais bien de parler d'elle puisque dans le webcomic, en plus de posséder la même technique du poing nébuleux que son frère, elle utilise également un autre art martial pour se battre, le tigre ivre. En buvant de l'alcool, elle rend ses mouvements plus imprévisibles pour l'ennemi. One a donc visiblement décidé de garder ce style de combat bourré, mais en le transférant de Suiryu à Suiko. Les deux ninjas qui apparaissent devant Sonic pour la première fois, nommés Hellfire Flame et Gale Wind, sont bel et bien présents dans le webcomic, mais pas du tout aussitôt. Ce ne sont pas eux qui ont affronté Flashy Flash dans les souterrains de l'association des monstres, mais 2 robots nommés eux aussi Flame et Gale. La raison pour laquelle ils n'ont pas été adaptés dans le manga est qu'ils ressemblent tous les deux un peu trop à d'autres personnages provenant d'un autre manga, lesquels on ne sait pas. Il en va de même pour la princesse Super Sado, auparavant connue sous le nom de princesse Matuvu. Elle aussi possédait une apparence très similaire à un autre personnage, donc pour éviter les problèmes, son apparence a été modifiée. En parlant de problèmes et de choses qui ont changé, toujours dans le webcomic, le groupe de ninjas Teninto se faisait appeler Nintendo. Vous vous doutez bien de pourquoi le nom a été changé.
Il mérite une place particulière dans cet iceberg, tout simplement parce qu'on ne sait absolument rien de lui. On connaît plus de choses sur Blast et God que Watchdog Man. La plupart d'entre vous savent que ce personnage est basé sur l'histoire vraie de Hachiko, un chien japonais attendant loyalement le retour de son maître, malheureusement décédé d'une hémorragie cérébrale. Pendant près de 10 ans, il a attendu son maître à la gare sans manquer un seul jour avant de lui aussi mourir d'une maladie. Ce qui nous amène à Watchdog Man, inspiré de Hachiko car on peut voir que sa posture sur son piédestal ressemble à celle du célèbre chien et qu'il reste également toujours au même endroit dans la ville Q afin de protéger ses habitants des attaques de monstres. Il est cependant mentionné par Phoenix Man et la phrase qu'il dit est très intéressante. Watchdog Man sera bientôt l'un des nôtres. Il explique aussi l'importance des costumes et leurs origines. Les chamans utilisaient ces costumes pour accéder au monde spirituel. Est-il possible que Watchdog Man ait lui aussi accès à un espace spirituel d'où il tire sa force? Est-ce qu'il est aussi coincé dans son costume? Mieux encore, est-ce que le Marcel de Master Marcel peut être considéré comme un costume? Un chapitre bonus nous en apprend un peu plus sur lui, mais à part nous montrer qu'il est rapide et surpuissant, sa véritable force est toujours inconnue à ce jour. On espère tous un arc sur lui et sa backstory. Non, cette vidéo n'est pas en collaboration avec Audible, mais il existe des audiobooks de One Punch Man, officiellement créés par One. Ils sont sortis en 2017 et 2018. Pour certains, leur canonicité est à débattre car l'histoire se déroule dans une sorte de réalité alternative. Mais je vous invite à les lire par vous-même, la traduction est disponible en entière sur le wiki, je vous mets le lien en description. Je suis néanmoins obligé de parler du plus populaire d'entre eux, à savoir... Pour parler du VGS, je vais me permettre de mettre le short que j'ai fait à ce sujet. Ça résume tout ce qu'il y a à savoir sur ce livre audio en 1 minute. Genos s'entraîne à l'aide d'une sorte de casque VR. Il y affronte ses anciens adversaires de la saison 1, Mousmétique, le roi des profondeurs, et Scaravageur. Ces événements se passent juste après la saison 1, donc Genos parvient à one-shot les 2 premiers monstres, mais rien à faire pour le 3e. Il demande à Saitama d'essayer le logiciel, et sans grande surprise, il one-punch tout le monde. Genos va demander à plusieurs classes S de tester l'appareil, dont Zombieman et Darkshine, qui vont réussir à gagner contre Scaravageur. Darkshine en redemande et va appuyer sans faire exprès sur le mauvais bouton qui va charger le fantôme de Saitama. Il se fait démolir en un coup de poing. En voyant ça, Genos a une idée. Que se passerait-il si Saitama affrontait son propre fantôme? Le lendemain, il lui demande une nouvelle fois de mettre le casque et Saitama one-shot son fantôme. Il nous donne alors une très bonne morale. Pourquoi perdrais-je contre le moi d'hier? Ça n'a pas d'importance à quel point tu es fort dans le monde virtuel, ça ne changera jamais qui tu es dans la vraie vie. J'aimerais rapidement évoquer cette image. Pour ceux à qui ça ne dit rien, il s'agit de la fin originelle de Saitama versus Garou, où Garou ne prend pas la main de God et au lieu de ça s'assoit autour d'une table avec Saitama, prêt à se faire réprimander. Personne n'a aucune idée de pourquoi le dénouement du combat s'est terminé ainsi, mais bien heureusement, il a été retcon pour notre plus grand plaisir cosmique. J'ai quand même ma petite idée. Dans le webcomic, à la fin du combat Saitama versus Garou, ce dernier s'énerve et explique à tout le monde pourquoi il a fait tout ça, pourquoi il a tabassé tous les héros, etc., etc. Dans le manga, on retrouve ce même passage, en tout cas un truc très similaire, mais au poste de police. On peut donc imaginer que cette page où ils sont tous les deux assis avait pour but d'intégrer cette scène avec Garou qui saoule Saitama avec 10 000 mots pour qu'au final il se cure le nez et n'en ait rien à foutre. Il existe une théorie à ce sujet, mais il va falloir attendre un petit peu avant d'en parler. Un certain fan nommé CMinglap a concocté son propre manga mettant en scène God arrivant sur Terre et Saitama, Garou, Genos et une femme guépard venant d'une autre planète vont faire équipe afin de tenter de le vaincre. Je vous spoil pas davantage si vous voulez aller y jeter un œil. C'est en anglais mais la qualité des dessins est vraiment incroyable et en plus c'est quelque chose que la communauté connaît depuis maintenant des années, ça fait partie intégrante de la culture One Punch Man. Bien que ce soit un fan manga et rien d'officiel. Ça c'est Terra 2 mais il existe aussi Terra 3 qui est bien moins connu et où Saitama et Garou possèdent des attaques à l'échelle universelle, voire même qui brisent la réalité. Ces deux fans manga n'ont rien d'officiel, hein, qu'on soit bien clair, c'est juste deux mecs qui ont décidé de créer des trucs de ouf, et ça alimente nombreux montages TikTok comparant Saitama Terra 2 ou Terra 3, qui est bien plus puissant que le Saitama qu'on connaît, à d'autres personnages de fiction. On arrive maintenant à un seuil critique. Va falloir faire appel à quelques classes S pour vous aider. Les spoilers vont être minimum de niveau dragon. On y va ?
Bien qu'il soit dans le manga et mentionné dans une interview, il ne s'agit pas de l'idée de Murata. Il y a 9-10 ans à peu près, donc soit 2 ans avant l'interview, One a posté une image sur son Tumblr qui contient au passage plein d'images très étranges où on peut voir qu'il est en train de rêver d'un Saitama tout nu qui se propulse en pétant. One avait prévu ce paix il y a maintenant plus de 10 ans. J'ai même l'impression que Saitama y fait référence dans un chapitre bonus. Lee est un fan chinois de One Punch Man et c'est le modérateur du forum chinois de la série. Il a traduit de nombreuses anecdotes des lives de Murata et a aidé les fans à lui poser des questions. Il a même donné des suggestions à Murata, comme par exemple le Phoenix Man qui serait bien avec la couleur dorée. En plus de ça, il a sauvegardé tous les live streams de Murata depuis 2014. Comme ça, quand Murata veut retrouver certaines séquences, il les lui donne. En récompense de son dévouement, Murata lui a offert une version censurée et non censurée de Fubuki, nu derrière les rideaux. Mais Lee n'était autorisé à publier que la version censurée. Mais on peut quand même trouver la version non censurée quelque part sur internet. Il s'agit de l'un des autres travaux de One publiés en 2012. Makai no Osan est une sorte de manga tranche de vie en enfer à propos d'une famille qui vit dans le monde souterrain. On y retrouve un père nommé Osan, sa femme et ses enfants dans plusieurs chapitres d'environ une page chacun et qui ne suivent pas spécialement de fil conducteur. La raison pour laquelle je vous parle de ce truc, c'est parce que One a mentionné que Osan, le père de famille, était aussi fort que Golden Sperm du webcomic. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Dans le tout premier chapitre de One Punch Man, on peut voir un panneau publicitaire dans un train. La personne sur la gauche, c'est Osan, et à droite, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Gums, ou plutôt d'un personnage nommé Taberu, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Gums, à l'exception qu'il ou elle, je sais pas trop, porte un uniforme d'écolière. One aime vraiment caler des références à ses anciennes œuvres, ça a l'air de lui tenir à cœur. Il y a plusieurs années, One et Nakamura Hikaru ont réalisé une collaboration de Noël mettant en scène des personnages de leurs séries respectives. One Punch Man, Mob Psycho 100 pour One et Arakawa Under the Bridge, Sentient Man ou encore Black Knight Parade pour Nakamura. En gros, c'est Saitama qui part à la recherche d'un monstre hôte de Noël qui dévore les enfants et il va croiser Mob, Reigen et même Jésus et ils vont discuter de ce jour qui est le jour de la naissance du Christ. En fait non, apparemment c'est le jour pour faire du patin à glace et ça rend perplexe Jésus avec Genos qui tient un gâteau pour Saitama en arrière-plan. Vraiment, ça n'a aucun sens, mais c'est génial. C'est le premier livre de collaboration entre One et Yusuke Murata concernant One Punch Man. Dedans, on peut y trouver des détails des coulisses de la conception du manga et de processus de dessin. Tout ça réparti en 3 bouquins. Ils fournissent également plusieurs anecdotes, des changements dans certains chapitres ou des scènes de combat et des versions de Saitama mises à la poubelle. La 4e forme de Boros peut être retrouvée là-dedans. Il ne s'agit pas des monstres-terres, mais plutôt de la toute première collaboration entre One et Yusuke Murata qui date de 2011. Pour commencer à travailler ensemble, Murata a proposé à One de faire un one-shot, une histoire qui tient en un seul tome. Écrit par One et illustré par Murata, mais aussi avec l'aide d'une artiste de jeux vidéo, Kinu Nishimura, qui dessine depuis plus de 20 ans des personnages de jeux vidéo en version manga. Voici le synopsis. Un père et son fils possèdent le pouvoir de se transformer en géants à volonté. Ils ont la responsabilité de protéger la Terre d'attaques venant d'extraterrestres. D'ailleurs, le papa ressemble beaucoup à Osan de Makai no Osan. Et fun fact, Black S y fait même un caméo. D'ailleurs, il fait 2 autres petites apparitions dans une page du tome 4 en tant que moulin à glace et encore mieux caché dans le tome 3, juste ici. Faut avoir l'œil. On va en finir avec les collaborations avec Dangan Tenchi Fan Club, le fan club de l'ange balistique si je peux traduire ça comme ça. Vous avez obligatoirement vu cette image sur internet, probablement l'une des plus connues de Saitama d'ailleurs. Mais d'où vient-elle? Voici l'image complète, Saitama à côté d'une fille blonde aux mains robotiques. Alors dans l'ordre des choses, il s'agit d'un one-shot entre One et Murata, tout comme Monster of Earth vu juste avant, où une lycéenne nommée Himiko rêve d'avoir un immense fan club, sauf qu'elle ne peut pas mêler les humains avec son combat contre les démons qui apparaissent sur Terre. Elle essaye donc de rester dans l'anonymat. Elle est équipée d'un très gros flingue, d'où le titre d'ange balistique. D'ailleurs, l'un des personnages principaux s'appelle Daishi Ogami. C'est exactement le même que dans Monster of Earth. Mais bref, Saitama n'apparaît pas dans ce one-shot en tant que tel, mais plutôt dans quelques pages bonus, après que le fan club d'Himiko regarde son dernier combat. J'ai vu quelqu'un commenter là-dessus, et si Himiko faisait son apparition dans One Punch Man, en tant que caméo, ou bien peut-être en tant que néo-héros, sous le nom de Webigaza. Son design dans le manga n'a
pas encore été révélé, mais on connaît néanmoins son passé dans le webcomic. Une ancienne idole. Ça rejoint le thème du fan club. À voir ce que One nous réserve. Il existe un troisième one-shot, les chasseurs de cafards, mais aucun lien avec One Punch Man, si ce n'est que cette femme en maillot de bain sur la couverture apparaît dans l'épisode 8 lors de l'invasion du roi des profondeurs. Bien que discret, ce n'est pas la seule fois que One apparaît sur une photo ou même en vidéo, comme ici lors d'une interview ou encore là avec l'équipe de Mob Psycho 100. Une question reste cependant sans réponse. Quel est le véritable nom de One? Son compte Twitter s'appelle One Rakugaki. Mais Rakugaki en japonais, c'est une sorte de croquis un peu fait à la va-vite, plus pour le fun ou pour s'exercer plutôt qu'un truc professionnel. Ce qui convient très bien à notre cher One. Quand on recherche One sur internet, le pseudo Tomohiro nous est montré. Je n'ai rien trouvé concernant ça, si ce n'est que c'est un nom masculin donné au Japon. Est-ce que c'est son prénom? Qui sait? Lorsqu'il explique sa rencontre avec Saitama à Zombie Man dans le chapitre 88, Dr Genus nous donne une explication sur ce qu'est le limiteur. C'est un système mis en place par Dieu afin d'empêcher qu'un être vivant devienne incontrôlable et trop puissant. Quand Genus parle de Dieu, de God, il ne parle pas du Dieu emprisonné que nous connaissons, mais plutôt d'une figure ou concept abstrait comme dans nos religions. C'est une barrière naturelle, un peu comme notre cerveau qui est limité dans ses capacités, mais peuvent être accrues en consommant certaines substances ou tout simplement avec de l'entraînement, sans pour autant dépasser le stade du surnaturel. Saitama est le seul être vivant connu à ce jour à non pas avoir dépassé ses limites, mais à les avoir supprimées. Ce qui fait que sa croissance est théoriquement infinie et exponentielle, comme vu avec le graphique lors de son affrontement contre Garou. Et en parlant du chasseur de héros, celui-ci a eu droit à un traitement similaire lorsqu'il se battait contre Darkshine. C'est le seul moment où la narration indique que son limiteur commence à se briser. À se briser, non pas à se retirer. Ce qui lui permet de repousser ses limites humaines encore et encore, et de devenir un monstre ayant de nouvelles limites, qu'il va repousser encore et encore. Même sous l'influence de God, il est théorisé que Garou ait conservé son limiteur, car il est incapable de rattraper la croissance de Saitama. C'est le plus grand mystère de la série. Comment le limiteur de Saitama s'est-il volatilisé? Car c'est de là qu'il tient sa force. Pour finir, un chapitre bonus nous montre la fois où Saitama se relève et One Punch un monstre pour la première fois. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, et je suis prêt à parier que ce chapitre bonus reviendra vers la fin de la série, lorsque God exposera toute la situation à Saitama. Marquez mes mots. Ça semble complètement irréel, mais le manga est enfin rendu à l'arc des néo-héros. À l'heure où j'écris ces lignes, peu de choses ont été abordées, mais le webcomic nous réserve bien des surprises. Cette nouvelle association a été fondée par un type qui s'appelle Fuzzy, qui est le petit-fils de la voyante Shibabawa. Elle a été fondée pour faire barrage à l'association des héros, jugée trop incompétente et corrompue. Mais tout n'est pas rose non plus chez eux. Fuzzy est très suspect et ce qu'il se passe au sein de leur association est à regarder du coin de l'œil. Deux personnages disent être à plus de 90% des cyborgs. Tiens, en parlant de cyborgs, ça ne vous rappelle pas ces deux robots? Les néo-héros possèdent des combinaisons de combat et Suiryu a aussi rejoint leur association. Il en fait les frais car l'armure semble s'emballer toute seule et contrôler ses mouvements. Dans le chapitre 150, il s'est avéré que ces armures de combat peuvent prendre le contrôle du corps, ou plutôt du système nerveux de l'utilisateur, et par conséquent de leur esprit. Est-ce que les néo-héros sont infiltrés par une tierce partie, ou sont-ils en collaboration avec une autre entité? C'est ce qu'on va voir dans l'avant-dernier niveau qui arrive maintenant. C'est trop tard pour faire demi-tour. Un sacré morceau nous attend du nom de l'organisation. Apparu pour la première fois dans l'épisode 4, ou le chapitre 14, soit très tôt dans la série, l'organisation est un groupe secret composé de robots et de cyborgs dont le but est de collecter des données en combattant de puissants adversaires afin de servir leurs propres intérêts et augmenter leur puissance. Mais les choses risquent de bouger dans l'arc actuel du webcomic, car on dirait bien qu'ils ont commencé à sortir de l'ombre et à agir. Grâce aux fameuses armures de combat possédées par les néo-héros, il collecte davantage de données et se renforce à vitesse grand V. Est-ce que ces fameuses armures de combat des néo-héros ont été fournies par l'organisation? C'est très possible. Pour en finir avec les armures de combat, les squads de mercenaires privés chargés de retrouver l'otage portent eux aussi une armure. G5 tombe comme de par hasard dessus alors qu'il vadrouille dans les tunnels de l'association des monstres. 100% il n'est pas tombé dessus par hasard, il savait où il se trouvait puisque l'armure vient de l'organisation. On peut le voir juste après que leurs armures se mettent en
mode puissance maximale, tout comme celle de Tête d'Enclume. Il s'agit donc d'une version supérieure qui sera encore améliorée dans l'arc des néo-héros. Il est hautement suspecté que Drive Knight soit un membre de l'organisation, ses agissements étant très suspects et son design hautement similaire au Machine God G4 ou G5, rencontré bien plus tôt dans la série avec pour symbole distinctif un œil unique. Le vrai nom de Drive Knight c'est 0, G4, G5, Drive Knight est peut-être G0. Et s'il n'y avait pas déjà assez de preuves comme ça, lorsque Drive Knight et Seekingar discutent de la sécurité de l'association des héros, G5 interfère et détruit la main de Seekingar et son téléphone. C'est comme si Drive Knight avait donné l'ordre à G5 de réduire au silence Seekingar. Mais accrochez-vous car il est théorisé que Drive Knight soit en réalité un peu trop tôt pour l'affirmer, mais voici la chose. Depuis le début, Drive Knight est très suspect. Il n'arrête pas de gaslight Genos que Metal Knight est son ennemi et qu'il complote quelque chose. Dans le webcomic, il lui révèle son nom et son passé tragique identique à Genos, ayant perdu lui aussi sa famille dans son village natal à cause du Mad Cyborg. Et si Drive Knight était lui-même le Mad Cyborg? Il ne fait que raconter des mensonges à Genos en détournant son attention sur Metal Knight. D'après Drive Knight, le cyborg fou serait en attente dans l'arsenal de Metal Knight et l'accuse d'être son créateur. Et si Drive Knight n'est pas le cyborg fou, alors il est possible qu'il provienne de l'organisation et qu'il soit un nouveau personnage que nous n'ayons encore jamais vu. Lorsque Drive Knight explique la situation à Genos, on peut voir une figure humanoïde pour représenter le Mad Cyborg, étrangement similaire à Drive Knight. C'est le moment de rédemption pour Genos et on risque d'y arriver très bientôt. Pour conclure là-dessus, il est possible que Metal Knight soit complètement au courant des agissements de l'organisation. Dans le webcomic, après que Saitama ait détruit ses robots de sécurité, les caméras de surveillance de Metal Knight montrent les 2 robots de l'organisation que l'on a vus au début de la série. Mais ça n'a pas été inclus dans le manga. Il explique à Petit Empereur que d'autres fléaux veulent du mal à ce monde et qu'ils frapperont lorsque les défenses de l'humanité seront affaiblies. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment dans le webcomic. L'organisation a créé des robots à l'effigie de ceux de Metal Knight après avoir volé sa technologie dans l'association des monstres, G5 ayant récupéré les données de Metal Knight détruits par Orochi. Un des chapitres les plus récents du webcomic nous raconte que Metal Knight et Petit Empereur ont créé il y a un petit moment déjà une sorte d'intelligence artificielle très dangereuse et qu'ils l'ont scellée. Est-ce que cette intelligence artificielle serait en réalité Drive Knight? Il me reste cependant un dernier point à aborder. Dr Kuseino. Il est fort probable que le vieux scientifique à l'origine de la transformation de Genos en cyborg ait un lien avec l'organisation. Malheureusement, nous ne saurons rien de plus venant de sa part car il est tué par des robots s'infiltrant dans son labo. Pourquoi l'ont-ils tué, me direz-vous? Pour le réduire au silence. Lorsque Genos rapporte des parties de G4, le robot au début de la saison 2, le docteur s'étonne et demande à Genos où est-ce qu'il a bien pu trouver ça. C'est un peu louche. Et si ce n'était pas suffisant, il s'avère que l'organisation possède une liste de cibles à abattre et Dr Kuseino était malheureusement le numéro 23 de cette liste. Garo est le numéro 14 et Sonic semble lui aussi en faire partie. Genos se questionne de comment les informations ont pu fuiter et de comment les robots de l'organisation ont fait pour trouver le labo du Dr Kuseino et pourquoi il était sur cette liste. Et bien comme je l'ai dit, peut-être que les restes de G4 ont dévoilé sa position ou bien Drive Knight a communiqué des informations à l'organisation à propos de Genos lors de leur petit dialogue afin de donner l'ordre d'envoyer des robots éliminer le Dr Kuseino et Genos par la même occasion. Une pierre deux coups. Lors du combat contre Psychorochi, les classes S arrivent juste à temps pour filer un coup de main à Tatsumaki. Mais Drive Knight, oui encore lui, rejoint le combat et demande de collaborer avec Genos pour former une sorte de fusion. Ce qui motive Drive Knight ici, c'est Psychorochi. Il veut mettre la main sur un échantillon de sa chair. Pourquoi? On ne sait pas trop pour le moment. On sait par contre que l'organisation est capable de répliquer et produire des robots à grande échelle. Donc il est tout à fait possible qu'un robot géant prenant l'apparence d'Orochi soit créé. Tout ça à partir de son ADN. En parlant de ça, Drive Knight a capturé Nyan, vous vous en souvenez? Est-ce qu'on va aussi avoir droit à Cyborg Nyan, Cyber Nyan? Ces 2 monstres n'existent pas dans le webcomic, donc on risque peut-être de ne pas du tout les voir, mais dans le manga, c'est probable, car... Après la défaite de Boros, son vaisseau s'écrase au sol. Et pour s'en débarrasser, Metal Knight envoie des centaines de robots afin de récupérer l'intégralité du vaisseau pour soi-disant faire des recherches et améliorer ses technologies. On ne sait pas vraiment ce qu'il compte en faire, mais il existe une vieille théorie. Un robot de Metal Knight a trouvé le corps de Boros et l'a ramené dans son laboratoire. Il sera actuellement gardé quelque part, tout comme les nombreux monstres gardés par l'association des héros dans leur sous-sol. Peut-on espérer un méca Boros? Très improbable, mais on peut toujours rêver.
Voilà ce que je vous aurais dit si le chapitre 150 du webcomic n'était pas sorti. Dans celui-ci, on peut y voir Boros dans une capsule de régénération, dans un des laboratoires secrets de Metal Knight. La théorie a été confirmée plus de 8 ans plus tard. C'est incroyable. Hâte de découvrir ce qu'il adviendra de Boros. Selon une théorie, One Punch Man se passerait en l'an 2990. En même temps, vu la technologie présente, c'est largement plausible. Le seul indice que l'on ait se trouve sur une bouteille de vin dans le manga. Lorsque Sonic cuisine sa cellule de monstre, il se permet de boire en accompagnement un délicieux vin rouge, daté de 2990. D'après un utilisateur Reddit, il s'agirait d'un jeu de mots avec la viande. Si on lit 2990 d'une certaine façon, 2990, la phrase en japonais ainsi produite, Nikyu Kyuju, peut se traduire par en train de manger de la viande, ce que Sonic est justement en train de faire. Que ce soit dans le manga ou le webcomic, Garou retombe au sol après que Saitama l'ait projeté dans les airs. Il lève la tête au ciel en pleurant, en disant merci. Et c'est bien ça le problème. À qui s'adresse-t-il à ce moment-là dans le webcomic? À lui-même? Ou est-ce que c'est un merci dans le vide comme pour remercier la nature de ce don merveilleux? Et que sa transformation ne soit pas uniquement due à sa volonté de devenir le plus puissant des monstres. Car on l'a vu, sa volonté a des limites et il finit par perdre contre Saitama. Au moment où j'enregistre ces lignes, le manga subit des modifications au niveau de l'arc des ninjas, où Void le Vide a été introduit de manière très spectaculaire et semble même pouvoir rivaliser avec Blast. On ne parlera pas de sa backstory qui risque de changer très rapidement car dans le webcomic ce n'est pas du tout pareil, mais bref, dans la première version de cet arc, Blast nous explique l'origine du chef du village des ninjas, qui n'est nul autre que Void, autrefois son partenaire l'aidant à chercher les cubes. C'est lors de cette explication qu'il révèle un élément clé nous rapprochant un peu plus de la vérité concernant God, la porte de la grotte céleste. C'est le nom donné à la dimension dans laquelle il est enfermé, et Void semble être le seul à pouvoir l'ouvrir. Comment ? Absolument aucune idée. On l'a vu sortir un cube de sa bouche, alors peut-être que sous certaines circonstances et conditions, genre tous les cubes réunis à un seul et même endroit, quelque chose puisse se produire, comme une sorte de rituel permettant de briser le sceau une bonne fois pour toutes. Le chapitre avec le dragon cruel est donc peut-être un foreshadowing de ce qu'il va se passer. Il y a cependant un petit indice sur ce qu'est cette dimension. Dans la mythologie japonaise, une certaine grotte nommée Amano Iwato, littéralement la grotte céleste, devient le refuge de la déesse du soleil après que cette dernière se soit volontairement cachée dedans à la suite d'une mauvaise conduite de sa part. Le monde se retrouve alors privé de lumière, mais elle finit par en sortir, donc tout va bien. Si je vous parle de ça, c'est que One Punch Man fait exactement la même chose, mais tout à l'envers. Le dieu associé à la lune, donc en soi la nuit, est emprisonné contre son gré et la lumière règne sur Terre. Si God en sort, le monde sera alors plongé dans les ténèbres. Contrairement à la déesse du soleil qui sort de sa grotte d'elle-même, quelqu'un viendra briser le sceau de la dimension retenant God prisonnier. On a beaucoup parlé des cyborgs, mais pas suffisamment des espers. Le groupe Tsukuyomi a été introduit dans le manga comme étant une organisation fabriquant artificiellement des espers. Les seuls membres connus sont Apollo et 7 espions, et possiblement Gearsper, mais j'y reviens dans un instant. Tatsumaki et Fubuki ont failli être des victimes de cette association lorsqu'elles étaient petites, mais ont été sauvées par Blast qui porte un cube à ce moment-là. Tsukuyomi, c'est le nom du dieu de la lune dans la mythologie japonaise. Le fait qu'ils avaient un cube en leur possession indique clairement qu'ils sont eux aussi liés à God, le dieu représenté par la lune. Apollo était venu récupérer Psychos qui possède la capacité de voir dans le futur, autrement dit la prophétie annonçant la résurrection de God. Pas étonnant qu'ils veulent mettre la main dessus. On peut noter une sorte de cicatrice sur les deux personnages, prouvant qu'ils ont subi des expériences afin de déclencher leur pouvoir psychique de manière artificielle. Et j'en reviens à notre ami Gearsper qui est probablement lui aussi un espion des Tsukuyomi. Il dit à des membres de l'association des héros que ce groupe n'est qu'une légende urbaine et que ça ne vaut vraiment pas le coup de se tracasser pour ça. C'est comme s'il détournait volontairement l'attention pour que les Tsukuyomi restent tranquilles, pour les couvrir. De plus, quand son casque se brise lors de son combat contre Neon, on peut apercevoir une cicatrice sur son visage. Je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais oublié de parler de quelque chose qui va pousser la théorie de l'organisation et des Tsukuyomi encore plus loin. Vous voyez le pendentif de Gearsper, il ressemble comme deux gouttes d'eau à ceux de chirurgiens spécialisés en médecine cyborg. Il est à noter que ces personnes ne viennent pas de l'association des héros, mais de l'extérieur. On les a appelés. Et si vous vous rappelez, cyborg égale organisation. Est-il possible qu'ils aient fabriqué le casque de Gearsper? Ou encore plus fou, est-ce que les Tsukuyomi sont en partenariat avec l'organisation? Ça va prendre du temps avant d'avoir toutes les réponses.
La clairvoyance, le troisième œil, appelez-le comme vous voulez, il s'agit d'une capacité permettant de voir dans le futur que les gens normaux ne peuvent pas voir. La liste des utilisateurs connus est très courte. On avait Shibabawa, son petit-fils Fuzzy, Psychos et l'alien qui a dicté la prophétie à Boros. Cette capacité est précise à 100%, car Shibabawa a toujours prédit de façon véridique les menaces qui allaient frapper la Terre. Mais le plus effrayant reste à venir, surtout après que Psychos l'ait utilisée pour la première fois. Elle a totalement changé de personnalité et d'état d'esprit après avoir réussi à voir dans le futur, passant d'une jeune écolière voulant fonder sa propre organisation d'experts à une folle presque hystérique voulant éradiquer l'humanité tout entière, proclamant que la race humaine n'est rien d'autre qu'une bande d'insectes et d'un fléau voulant tout détruire, n'ayant aucun concept d'équilibre. Fubuki parvient elle aussi à avoir un aperçu du futur lorsqu'elle sonde l'esprit de Psychos et semble voir ce qui est la tête de God. Le troisième œil semble donc être étroitement lié à God et va jouer un rôle très important plus tard dans la série. Le webcomic n'a pas donné le moindre signe de vie pendant quasiment 2 ans. One n'avait rien communiqué quant à l'arrêt du webcomic et tout le monde commençait à spéculer sur un possible arrêt définitif. Ce n'est pas la première fois que One fait un hiatus, mais cette pause-là était particulièrement longue. Cela peut s'expliquer entre autres avec les nouveaux projets de One tels que Versus ou Bug Ego, mais aussi son implication dans la production de la saison 3 de Mob Psycho 100 à l'époque. Mais un beau jour, sans prévenir personne, un nouveau chapitre du webcomic a été publié. Tout le monde est devenu fou, tellement c'était inattendu. Pendant longtemps, les fans, dont moi-même, ont pensé que One avait stoppé le webcomic pour laisser le temps au manga de le rattraper, et d'ainsi continuer l'histoire à partir du manga et de croiser les continuités. Mais à notre plus grande surprise, tout le monde avait tort. One va très bien et continue de poster des chapitres de webcomic. À un rythme complètement irrégulier, mais des chapitres quand même. D'ailleurs, il s'est fait un clin d'œil à lui-même dans le chapitre où Snake doit retrouver la trace d'un monstre qui a tué quelqu'un dans un sous-sol. Dans le manga, il n'est fait mention que d'un cadre sponsorisant l'association, mais dans le webcomic, il s'agit du pire mangaka du monde ayant arrêté son webcomic il y a 2 ans, nommé Warn, W-A-R-N, qui a une prononciation très proche de One. Comme quoi, il ne se prend pas trop au sérieux notre cher One, c'est très bien joué de sa part. Calmez-vous. Tout va bien. Bien que ce soit très loin dans l'iceberg, il ne s'agit pas d'histoire tordue. Comme je l'ai dit précédemment, Murata nous tient au courant de l'avancée des prochains chapitres en tweetant de temps en temps. Ces tweets sont traduits et postés sur le subreddit en utilisant soit Google Traduction, soit DeepL. Les traducteurs automatiques sont connus pour ne pas toujours être très précis, surtout avec les langues asiatiques. Et un tweet fut traduit par « Le quota d'aujourd'hui est du trafic d'humains » au lieu de « Le quota d'aujourd'hui est la soumission du manuscrit ». D'après un utilisateur Reddit, ce tweet veut littéralement dire trafic d'humains en néerlandais. Une théorie très tirée par les cheveux a alors vu le jour. Vous ne pensez pas que c'est une coïncidence que les changements dans le manga aient commencé à peu près au même moment où One a arrêté de poster des chapitres du webcomic et d'être actif sur son Twitter? Je pense que Murata a pris l'initiative d'assassiner ou capturer One afin d'avoir le contrôle total sur la série. One était en réalité occupé avec d'autres projets. Mais le meilleur tweet reste probablement celui-ci. Non, c'est pas une erreur de traduction cette fois. Murata a réellement posté ce tweet seul, sans rien d'autre. Nous y voilà, le fond du fond de l'océan, où la lumière a disparu depuis très longtemps, comme vous pouvez le voir, mais tout n'est pas que vide et ténèbres. Votre soif de connaissance vous a amené jusqu'ici. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir découvrir aussi bas? Creusons encore un peu. Nous avons encore trop peu d'informations sur God pour savoir réellement qui il est, quels sont ses objectifs ou comment il s'est retrouvé emprisonné dans cette fameuse dimension qu'est la grotte céleste. C'est la plus grande menace de la série, prophétisée par Shibabawa et s'abattra sur Terre dans 6 mois. Les événements actuels se déroulent environ 2 mois après le début de la série, Saitama ayant rejoint la classe C 65 jours plus tôt. Au rythme où ça va, on en a encore pour un sacré bout de temps avant que la fin n'arrive. Ce qui laisse le temps à God de créer tout un tas de nouveaux avatars de plus en plus puissants. Puisqu'on parle de God, depuis qu'il est apparu, on théorise qu'il en existerait en réalité plusieurs. Il apparaît une première fois sous une forme éthérée, puis recroquevillé dans une sorte de dimension, puis finalement dans une vision de l'empereur des SDF où il ressemble à un amalgame de chair et de tissu. Enfin, lors du combat Saitama versus Garou, la face cachée de la lune nous est révélée avec un gros cratère ayant en son centre une colonne vertébrale. En toute logique, il s'agirait de son corps physique et son esprit se retrouve emprisonné dans la grotte céleste.
c'est là que la théorie entre en jeu. Il s'agirait de plusieurs gods et pas d'un seul, un peu comme dans Terra 2 où God fait partie d'une race. Cependant, je pense à titre personnel que cette théorie est à moitié fausse. À chaque fois qu'il en est fait mention, Blast ou Stitch parlent de God au singulier. Blast est le plus à même à avoir des connaissances, par conséquent, s'il existait plusieurs gods, lui ou ses alliés seraient au courant et en auraient informé tout le monde. Peut-être qu'il existe d'autres gods ailleurs dans le multivers qui ne peuvent interagir qu'à une échelle universelle tout au plus. S'il peut voyager dans le temps / entre les dimensions, comment se fait-il que les autres gods ne soient pas venus à la rescousse de celui emprisonné? Car plusieurs gods face à Blast et son équipe, c'est terminé. C'est déjà assez galère de garder scellé un god, alors imaginez avoir affaire à 2 ou 3 d'entre eux. Il existe cependant une théorie qui a fait du bruit ces derniers temps. Une théorie selon laquelle les chapitres redessinés retcon seraient en réalité l'œuvre de Dieu et non pas de Wan et Murata. Je sais, ça paraît complètement irréaliste, mais c'est du jamais vu. Dieu est celui qui manipule la ligne temporelle pour que l'histoire se déroule en sa faveur, depuis que Saitama a retiré son limiteur. La session de thérapie de Garou, Dieu n'est pas d'accord et hop, Cosmic Garou. Phoenix Man est encore en vie alors que dans la toute première version du chapitre, il meurt. Dieu est intervenu. Ou encore la première version du combat Saitama contre Orochi. Ce dernier ne meurt pas sur l'autel sacrificiel et le sage des 1000 pattes ne serait donc jamais apparu. Tous ces événements ne peuvent se produire s'il n'y a pas de brèche dans la dimension dans laquelle God est retenu prisonnier. Qui sait, Dieu est peut-être bel et bien celui qui réécrit l'histoire à son avantage afin que sa résurrection se fasse le plus rapidement possible. Les masses abandonnées. C'est un groupe ayant une certaine notoriété composé exclusivement de meurtriers et d'assassins dont l'objectif est de réduire la population mondiale. Ce groupe est considéré comme étant un compétiteur direct du village ninja mentionné précédemment. Dans le passé, ils ont été considérés comme extrêmement puissants par Void le Vide lui-même et a ordonné aux élèves et instructeurs de les éviter à tout prix. Toujours dans le passé, Flashy Flash a tué sa promotion à l'exception de Sonic. Et de nombreux ninjas des promotions précédentes ont décidé de s'allier et de former leur propre groupe appelé le groupe des ninjas célestes, afin de tuer Flashy Flash et aider Void à prendre sa revanche sur Blast. Ce groupe s'est fait pulvériser par Flash et Sonic dans le présent, il n'y a donc plus personne pour déranger les masses abandonnées et mettre en place leur plan de domination. Dans le webcomic, Flashy Flash est parti leur rendre visite pour s'occuper d'eux. Les 11 est un groupe de 11 personnes, comme vous l'aurez compris, et plus particulièrement des espers. Ils sont connus pour avoir donné de puissantes drogues à des enfants afin de créer une armée d'espers. Ce groupe est dirigé par un certain Otento, et il semblerait que Tatsumaki soit activement à leur recherche. La description fait beaucoup penser aux Tsukuyomi, car eux aussi créent des espers artificiels. Mais on ne sait rien de plus. Peut-être que le nom a été changé et que Otento est devenu Apollo. Il est possible que de nombreuses factions espers veuillent dominer le monde, comme les ninjas et les masses abandonnés ou les cyborgs. Et en parlant de factions, en voici une toute dernière. D'après Psychos, il existe un groupe d'extrémistes qui se fait appeler la main invisible. Elle dit que c'était le bon choix de les laisser en vie, sous-entendant que soit elle ou Fubuki est entré en contact avec eux et a gagné un affrontement. Puisqu'il s'agit d'un groupe d'experts, ils sont probablement eux aussi liés à Tsukuyomi ou au Eleven. On ne connaît ni leur motivation ni s'ils existent encore. Le voyage temporel a toujours été un sujet compliqué à mettre en place dans une œuvre car les incohérences peuvent très vite arriver si l'auteur fait une seule erreur. Dans le cas de One Punch Man, il a été plutôt bien maîtrisé, même si le retour dans le passé a suscité des débats et beaucoup de controverses. C'était pourtant la seule façon de faire continuer le manga car tout le monde s'est fait tuer par les radiations cosmiques de Garou. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Que se serait-il passé si cette timeline où tout le monde était mort avait continué et que ce sombre futur s'était réellement produit? D'après Genos, peu importe la timeline, Saitama aurait trouvé un moyen de sauver tout le monde et de battre Garou. Mais si c'était pas le cas, et s'il existait toujours cette ligne temporelle sans Garou, sans Saitama, sans plus personne? On peut très bien imaginer que Blast doit se débrouiller tout seul sans l'aide de Saitama pour vaincre God, ou pire encore que cette dimension est maintenant sous l'influence de God et que l'univers est sous son contrôle. Mais techniquement, cette ligne temporelle n'existe plus puisque le Saitama du futur a fusionné avec celui du passé. Mais voilà, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer dans cet univers.
One m'a un peu raconté la fin de la série, ou du moins juste avant. À quoi pourrait bien ressembler le dernier chapitre? Est-ce que ça abordera le secret de la puissance de Saitama, ou alors ce serait bien que ce soit gardé secret jusqu'à la toute fin? Lors d'une interview, One a mentionné qu'il savait déjà comment la série allait se terminer, et ce depuis le tout début du chapitre 1. Une théorie populaire veut que Saitama affronte God, et qu'il retrouve enfin plaisir à combattre en affrontant un adversaire à sa taille. Murata a même fait sa propre théorie là-dessus. Saitama bat God, perd ses pouvoirs, sa mémoire et ses cheveux repoussent et vit une vie normale mais veut toujours devenir un héros. Un passant passe et c'est Genos qui est redevenu humain. Genos demande à Saitama d'être une nouvelle fois son disciple et lui dépose une liasse d'argent. Et Saitama lui demande si il a pris une brosse à dents. Oh, et tout ce que j'ai dit n'a rien d'officiel, c'est juste moi qui divague et fais des suppositions. J'espère que ce ne sera pas la fin de la série comme il l'imagine. Et vous en pensez quoi? Comment la série va-t-elle se terminer? Le meilleur pour la fin. Je sais que beaucoup de personnes ne croient pas du tout à ces théories, ce qui est normal, mais je pense qu'il s'agit là de la théorie la plus élaborée de toutes les théories confondues. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, le youtubeur américain Zonin a fait une série entière de vidéos dédiées à ça. Il y a trop d'infos pour que j'en parle ici, ça fait 2h20 de théorie, mais j'en ai fait une vidéo récapitulative de 20 minutes si vous voulez aller voir. Mais pour résumer le résumé, la chose la plus récurrente de ces vidéos est la lune contre le soleil, l'œil de Horus et l'œil de Ra, et que tous les personnages importants sont d'une manière ou d'une autre une représentation de certains dieux de la mythologie égyptienne. One se serait inspiré de cette mythologie pour créer One Punch Man. Saitama est une représentation de Ra, le dieu du soleil, et God est une représentation d'Osiris, le dieu de la lune. Je vais vous mettre quelques images comparatives pour que vous voyez à quel point la théorie va loin, mais je ne vais pas vous bassiner plus que ça avec. Regardez, dans cette page de couverture de l'association des monstres, on peut retrouver un cube sur une arche d'alliance entourée d'artefacts égyptiens. God relie toutes les pièces du puzzle entre elles. Ça y est, c'est terminé. Je suis extrêmement satisfait de cette vidéo, vous pouvez pas savoir à quel point. J'ai eu l'idée de faire cet iceberg il y a un an tout pile. J'ai commencé à écrire le script en mai 2023 et il faisait 26 pages à peu près, sauf que j'avais absolument pas le temps de bosser à plein temps sur l'iceberg parce que j'étais en voyage jusqu'au mois d'octobre de la même année. C'est en rentrant que j'ai décidé de me mettre à fond sur ma chaîne One Punch Man. J'avais toujours eu envie de faire un peu, de parler de ma série préférée, hein. Je pense que ça se voit. J'ai jamais vraiment pris de temps ou alors je me suis dégonflé avant d'avoir commencé, mais maintenant c'est plus le cas. J'ai rapidement grimpé en abonnés, surtout grâce aux shorts, hein, on va pas se mentir, ce qui m'a permis de faire grandir la communauté, donc en visibilité et en crédibilité, très important. C'est là que je me suis dit, c'est le moment, go faire l'iceberg. J'ai modifié le script tellement de fois, c'est abusé, il est passé de 26 à déjà 32 pages. J'ai changé l'ordre de plein de sujets, j'en ai supprimé, j'en ai rajouté, le bordel, vraiment. Je voulais même le faire en anglais à la base, cet iceberg, c'est pour dire. Je souhaite tout d'abord remercier les cracks ultimes d'avoir fait l'immense honneur de participer à cet iceberg. Vraiment, merci à vous les gars, c'est génial. J'ai pas pu inviter tous ceux que je désirais malheureusement, c'est le jeu, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Au départ, je voulais faire juste cette vidéo dans mon coin, un peu en mode projet, gros projet perso, mais je me suis rappelé que Farod avait fait l'iceberg de Pokémon en collaboration avec d'autres youtubeurs Pokémon. Je me suis souvenu de ça, je me suis dit bah ça peut être sympa de faire pareil pour One Punch Man. Et puis les gens aiment les collabs. Le lien pour retrouver les GOAT se trouve en description, s'il vous plaît, allez les check, avec tout un tas d'autres liens dont j'ai fait mention pendant la vidéo. Merci également aux utilisateurs Reddit de m'avoir aidé à trouver 2 ou 3 autres sujets supplémentaires à ajouter à cet iceberg. Et à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque là, à moins que vous ayez skip jusqu'à l'outro, bande de bâtards. C'était un sacré challenge qui arrive à son terme, voilà, j'espère ne pas avoir ce vide intérieur en mode qu'est-ce que je vais faire. Ça devrait pas arriver, j'ai plein d'autres idées en réserve, vous inquiétez pas. Pas juste des reviews de chapitres ou des top 10 ou des tier list, c'est un peu du vu et revu, c'est chiant. Donc pensez à bien vous abonner pour ne pas rater tout ça. Likez si ça vous a plu, partagez à vos amis pour les instruire. Et ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, ciao.